Bienvenue, chers auditeurs, détectives éternels. Ce soir, nous rejoignons Miss Marple dans l'énigme de la cheminée sans poussière. Un corps sans vie gît dans une maison de poussière, à l'exception d'une cheminée, mystérieusement propre. Quel secret a été effacé? Dites-nous d'où vous écoutez et abonnez-vous pour plus de mystères. Maintenant, servez-vous d'une boisson chaude et laissez le mystère commencer. Par un doux après-midi de printemps, le village de St. Mary Mead semblait le plus tranquille. Les haies brillaient de fleurs d'aubépine, l'air portait le léger parfum du lilas, et dans la roseraie de Madame Bantry, un rassemblement de voisins s'était organisé avec des tasses à thé et des gâteaux éponges, aussi naturellement que des poules dans une cour de ferme ensoleillée. La conversation montait et descendait comme le roucoulement des colombes. Madame Priest Ridley remarqua plutôt trop fort que la femme du vicaire avait choisi la mauvaise teinte de ruban de chapeau pour la saison, et Madame Bantry, toujours prompte à calmer les esprits, rétorqua avec une histoire sur la fâcheuse tendance de son jardinier à tailler alors que cela n'était pas nécessaire. C'était, en à tous égards, le genre de thé de village ordinaire auquel Miss Marple assistait avec une attitude discrète. Régularité. Elle était assise dans son fauteuil d'angle habituel, ses aiguilles à tricoter brillant faiblement au soleil, ses yeux bleu pâle se déplaçant d'un villageois à l'autre avec tout l'intérêt inoffensif d'une vieille fille. Pourtant, même dans un tableau aussi paisible, son esprit s'agitait, observation silencieuse. Le drame est arrivé, comme c'est souvent le cas, non pas avec une grande annonce, mais avec un halètement. C'était Madame Lestrange, l'élégante veuve, qui avait pris l'ancien appartement du défunt colonel Prothero. Chalet qui laissa sa tasse de thé glisser et se briser contre les dalles. Son visage, pâle sous son chapeau élégant, s'était tourné vers les portes-fenêtres menant au salon des Bantry. Là, dans la pénombre fraîche, se dressait le spectacle le plus étrange. La cheminée, un vieux meuble en chêne sculpté qui avait été la fierté du salon de Madame Bantry. La pièce brillait étrangement dans la lumière de l'après-midi. Une épaisse couche de poussière s'était déposée sur les étagères. Et des tables d'appoint, mais le manteau lui-même semblait fraîchement poli, de manière anormale, comme bien que quelqu'un ait pris la peine de l'effacer de toute trace. L'effet fut surprenant, presque théâtral. Et sur cette cheminée, parfaitement centrée, reposait une paire de gants en cuir, blancs, immaculés, beaucoup trop nouveaux à quelqu'un dans la maison de Madame Bantry. Pendant un long moment, personne ne parla. Le bourdonnement discret des abeilles et le tintement des cuillères semblaient anormalement forts. Puis le colonel Melchett, qui avait été invité pour son cigare habituel, il marmonna d'une voix bourrue que quelqu'un jouait un tour à un imbécile. Mais ce n'était pas une farce. Pas quand, une demi-heure plus tard, la femme de ménage laissa échapper un cri perçant, crié depuis le même salon. Au moment où les invités surpris se sont précipités à l'intérieur, ils ont trouvé le corps de M. Arthur Simmons, un homme ordinaire d'âge moyen, qui avait récemment déménagé dans les villages, regroupé dans le fauteuil près de l'âtre. Son regard vitreux fixait la cheminée sans poussière, ses lèvres entr'ouvertes comme pour protester, une protestation qui n'en finissait pas. Une tasse de thé, encore chaude, était tombée à côté de lui. Miss Marple, se tenant tranquillement derrière les autres, ne laissa pas son regard se poser sur le pauvre homme, ni sur les expressions choquées de ses amis, mais sur la cheminée anormalement polie. Au cours de ses longues années d'observation du village, elle avait appris que l'ordre n'est jamais aussi innocent que cela puisse paraître. Et ainsi, tandis que la pièce bourdonnait d'alarmes et de spéculations, Miss Marple se pencha très légèrement, scrutant la surface immaculée. Elle remarqua, avec un léger soupir, qu'il n'y avait pas une seule tache la poussière et se restait, à l'exception de la faible empreinte où quelque chose, peut-être lourd, s'était autrefois posé, mais a maintenant été supprimé. L'énigme de la cheminée sans poussière avait commencé. La découverte du corps de M. Arthur Simmons fit un bruit qui se propagea rapidement au-delà de la maison Bantry. Le soir venu, presque tous les cottages de St. Mary Mead n'avaient pas entendu une version de l'histoire. Les détails variaient, selon que certains affirmaient qu'il avait été empoisonné, d'autres qu'il avait été victime d'une crise provoquée par une dissipation secrète. Mais dans tous les récits, l'étrange histoire de la cheminée demeurait. Une surface sans poussière, dans une pièce par ailleurs négligée, était un détail trop étrange pour être ignoré. Le lendemain matin, chez l'épicier du coin, Madame Price Ridley déclare à tous ceux qui l'entendent qu'il s'agissait clairement d'un crime passionnel. Elle laissa entendre d'un air sombre le sursaut théâtral de Madame Lestrange et insista sur le fait que cela signifiait qu'elle connaissait le défunt plus intimement qu'elle ne le laissait paraître.
Mademoiselle Hartnell, toujours aussi bavarde, rétorqua que Madame Lestrange était tout simplement surexcitée et que la véritable coupable était probablement la femme de chambre de Madame Bantry, qui, jeune et insensée, avait peut-être succombé aux avances de M. Simmons. L'épicier, tentant de maintenir l'équilibre dans sa balance, murmura que M. Simmons lui avait toujours semblé respectable, mais ses paroles furent noyées dans le brouhaha des spéculations. Au presbytère, Madame Clément s'inquiétait de l'inconvenance de discuter d'une affaire aussi sordide au petit déjeuner, tandis que son mari l'écoutait avec l'intensité tranquille d'un homme qui avait déjà commencé à formuler des sermons sur la fragilité de la nature humaine. Il remarqua que la mort si proche nous rappelait notre propre mortalité. Son épouse, bien que pieuse, ne pouvait s'empêcher de se demander si la police parviendrait à découvrir la vérité avant que la paroisse entière ne soit submergée par les rumeurs. Le colonel Melchett, en tant que commissaire principal, avait déjà pris officiellement les choses en main. L'inspecteur Slack, homme prompt à juger rapidement, avait été dépêché pour interroger le personnel de maison. On entendit Slack déclarer avec certitude qu'il s'agissait d'un simple poison glissé dans une tasse de thé. Il se souciait moins de la raison pour laquelle la cheminée avait été si bien nettoyée, la qualifiant de distraction insensée dont les villageois se servent pour se donner l'air malin. Pour Miss Marple, qui avait déjà observé discrètement les méthodes de Slack, de tels rejets étaient toujours révélateurs. Quant à Madame Bantry, elle avait été contrainte de rester au lit, mêlée de détresse et d'indignation. Découvrir un cadavre dans son salon était une calamité presque comparable à celle de perdre un enfant au cricket ou de retrouver son cuisinier ivre dans l'office. Elle répétait à plusieurs reprises à son mari que cet incident ruinerait leur chance d'être invités au comité de la fête d'été, une question qui la préoccupait profondément. Pendant ce temps, Miss Marple vaquait à ses occupations comme si rien n'avait changé. Elle rendait visite, écoutait les conversations à la poste et acquiesça en apprenant que la police interrogeait la logeuse de M. Simmons à Much Benham. Elle tricotait sans relâche à sa fenêtre, le cliquetis de ses aiguilles, aussi régulier que l'horloge du village. Malgré cette occupation tranquille, son esprit passait au crible les bribes d'informations déjà présentes. Arthur Simmons n'habitait St. Mary Mead depuis 1 an. De condition moyenne, il était, dit-on, retiré d'une vague activité commerciale dans le Nord. Il logea d'abord dans un appartement meublé, puis loua un petit cottage près du chemin menant à Gossington Hall. Ce n'était pas, à l'évidence, un homme attachant. Poli, certes, mais réservé au point d'être invisible. Rares étaient ceux qui se souviennent de ses propos lors des réceptions paroissiales, et pourtant il avait assisté à nombre d'entre elles. Sa principale particularité, comme le remarquaient désormais les villageois, était son habitude de s'éclipser avant la fin de la soirée, comme si le temps pressait plus fort sur lui que sur les autres. Miss Marple se souvenait, avec une clarté particulière, qu'il avait posé des questions étrangement précises lors de la dernière réunion de l'Institut des femmes. Il s'enquit des familles qui vivaient le plus longtemps dans le district, si certaines propriétés avaient changé de main et à quelle fréquence des meubles provenant d'anciens domaines se retrouvaient aux enchères. Sur le moment, elle n'y avait guère prêté attention. Maintenant, se remémorant la cheminée sans poussière, elle se le demandait. C'est à l'auberge du Sanglier Bleu que les spéculations les plus franches du village prennent forme. Autour de leur pinte, M. Footy le boucher et M. Tompkins le crémier déclarèrent que Simmons avait des ennemis, sans toutefois pouvoir en nommer aucun. Le docteur Haydock, qui s'était arrêté pour une bière réconfortante, admit que la mort avait été subite, mais ne vit rien qui puisse suggérer un acte criminel jusqu'à ce que le rapport du coroner le confirme. Le propriétaire, tout en polissant des verres, rappela que la police avait emporté les gants retrouvés sur la cheminée. Il murmura que des gants aussi blancs signifiaient dissimulation, que celui qui les avait placés n'avait pas souhaité laisser d'empreinte digitale. Ces paroles provoquèrent un silence plus éloquent qu'une dispute. Pendant tout ce temps, Miss Marple demeurait extérieurement désintéressée. Lorsque Madame Price Ridley insistait pour connaître son avis, elle s'y opposait gentiment, se contentant de souligner que, sous pression, on en dit souvent plus qu'on ne le souhaite. Ce n'était pas le genre de déclaration qui satisfaisait Madame Price Ridley, qui préférait les accusations concrètes, mais elle lui laissait la vague impression que Miss Marple soupçonnait plus qu'elle n'en avouait. Ce soir-là, les Bantry reçurent une fois de plus le colonel Melchett, mais dans des circonstances graves. Mademoiselle Marple, présente en tant que voisine et amie, écouta le colonel déclarer qu'il était convaincu que l'affaire serait bientôt résolue. Il suggéra que Simmons avait été empoisonné par un ingrédient glissé dans son thé et que les gants étaient une fausse piste.
Mademoiselle Marple remua doucement sa tasse et expliqua que d'après son expérience, les fausses pistes étaient souvent préparées avec beaucoup de soin par le pêcheur. Le colonel rit, sans grande conviction. Plus tard dans la soirée, dans sa chambre tranquille, Miss Marple repensa aux impressions qu'elle avait recueillies. Simmons était un homme sans attaches apparentes, et pourtant sa mort avait suscité des réactions inhabituelles. Les gens craignaient d'être liés à lui plus qu'ils ne pleuraient sa disparition. Pour Miss Marple, cela avait toujours été significatif. On parlait moins de qui il était que de ce qu'on pouvait paraître par rapport à lui. En posant son tricot, elle repensa à la cheminée sans poussière. Pourquoi se donnerait la peine de polir une seule surface? À moins qu'elle ne soit pas polie du tout, mais retirée. Le retrait de quoi? D'un objet, d'un indice, de quelque chose qui pourrait relier Simmons à une autre personne dans la pièce. Elle laissa son esprit dériver vers la possibilité que ce qui avait été retiré soit petit, mais révélateur. Un cadre photo, peut-être, ou une horloge. Quelque chose qui n'avait rien à faire dans le salon des Bantry. Quelque chose que Simmons avait remarqué, ou même placé lui-même. Mais les spéculations, se rappela Miss Marple, ne remplaçaient pas les preuves de caractère. Elle savait, de par ses longues années de vie villageoise, que les gens se trahissent non pas par leurs actes dans les moments extraordinaires, mais par leurs actes dans les moments ordinaires. Demain, résolut-elle, elle rendrait visite à la logeuse de Madame Simmons à Much Benham. Les locataires en savaient toujours plus qu'ils ne le pensaient sur leurs locataires. Et tandis que l'inspecteur Slack tenait sur le poison et les fausses pistes, Miss Marple écoutait tranquillement, innocemment, les échos de la vie ordinaire, où réside si souvent la vérité. Dehors, l'horloge de l'église sonnait 9 heures. Le village était silencieux, mais sous ce calme apparent, des secrets s'éveillaient. Les rumeurs avaient déjà tissé leurs premiers fils de suspicion, et la peur ne tardait pas à suivre. À St. Mary Mead, rien ne restait jamais caché bien longtemps, surtout pas à Jane Marple. Le lendemain matin de la découverte, l'inspecteur Slack arpenta St. Mary Mead, l'air d'un homme déterminé à se faire remarquer. Il arrive le premier à Gossington Hall, où les Bantry, l'air à la fois las et offensés, le reçurent avec toute la courtoisie dont ils étaient capables. Il posa des questions rapides, griffonna des notes et donna l'impression que l'enquête progressait. Aux yeux des villageois qui l'observaient, par-delà les haies et les portails des jardins, l'enquête semblait déjà bien avancée. Aux yeux de mademoiselle Marple, qui passait sous prétexte de conduire madame Bantry à l'endroit promis, l'inspecteur semblait bien ajuster les faits à sa conclusion préétablie. La rumeur officielle était qu'Arthur Simmons avait été empoisonné. Le rapport du coroner n'était pas encore finalisé, mais Slack en était convaincu. Il déclara que la tasse de thé trouvée à côté de Simmons était le récipient évident. Il pressa la servante des Bantry de questions, jusqu'à ce que la pauvre fille fonde en larmes, bien que rien de ce qu'elle disait ne suggérait qu'elle avait trafiqué le thé. Slack, cependant, fit remarquer d'un ton sombre que les domestiques en savaient toujours plus qu'ils n'en disaient, et que celui-ci mériterait d'être surveillé plus attentivement. Miss Marple, discrètement assise dans le salon pendant que madame Bantry faisait son récit, jeta un nouveau coup d'œil à la cheminée. Les gants avaient disparu, bien sûr, emportés par la police, mais la surface polie brillait toujours autant. Son regard perçant s'attarda sur le rectangle flou dans la poussière, suggérant l'emplacement d'un objet. Elle se demanda combien de temps la police mettrait à remarquer un tel détail ou si elle l'ignorerait, comme elle ignorait souvent ce qui ne correspondait pas à ses théories. Le colonel Melchett, revenu consulter Slack, semblait plus ouvert d'esprit, mais enclin à faire confiance aux ailes de son inspecteur. Il demanda aux Bantry s'ils avaient vu Simmons entrer dans la pièce avant le thé. Madame Bantry affirme que non, l'homme était simplement apparu, comme s'il attendait son heure. Elle reconnut qu'il était étrange qu'il ait été invité, car elle ne se souvenait pas d'avoir inscrit son nom sur la liste des invités. Son mari, le visage plutôt rouge, marmonna quelque chose comme quoi Simmons lui aurait parlé au club, et laissa entendre vaguement qu'il avait dû lancer une invitation sans en comprendre l'importance. Miss Marple classa cette information avec intérêt. Plus tard dans la journée, Slack rend visite à madame Lestrange, dont le souffle dramatique avait été remarqué par beaucoup. Elle le reçut froidement, son élégance n'étant pas entachée par le ton brusque de l'inspecteur. Oui, dit-elle, elle connaissait un peu M. Simmons. Non, elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs semaines, avant le thé des Bantry. Sa légère rougeur et la façon dont elle tordait ses gants entre ses mains suggérèrent à Miss Marple, qui en entendit parler par la suite, que cette rencontre était plus qu'informelle. Mais madame Lestrange n'était pas femme à se laisser intimider pour obtenir des admissions,
et Slack quitta son cottage avec à peine plus que ce qu'il avait rapporté. Dans l'après-midi, le village bourdonnait d'apprendre que la police avait perquisitionné le cottage de Simmons. Ils y trouvèrent dans quelques meubles ternes, des lettres commerciales avec des adresses du Nord et un tiroir de bureau fermé à clé mais vide. Ces livres, qui auraient pu révéler ses goûts, se limitent à des horaires de train et à des catalogues de vente aux enchères. Miss Marple, apprenant cela du jeune Tommy Bond, livreur de lait et oreilles attentives aux portes ouvertes, repensa aux questions curieuses de Simmons au Women's Institute sur les familles locales et les vieilles propriétés. Un homme possédant des catalogues de vente aux enchères aurait pu avoir l'œil pour les antiquités ou les objets de valeur historique. Et une cheminée, dépoussiérée malgré tout le reste, suggérait un objet autrefois déposé là, que quelqu'un aurait voulu oublier. Pendant ce temps, l'inspecteur Slack poursuivait sa théorie de l'empoisonnement domestique. Il parle longuement dans Le Sanglier bleu de substances faciles à obtenir par les domestiques, de jalousie entre femmes et de motifs futiles susceptibles de déclencher une violence soudaine. Il avait déjà, en son fort intérieur, décidé que la servante devait être au cœur de l'affaire. Miss Marple, entendant ces remarques tout en sirotant sa modeste tasse de thé dans un coin, ne manifesta aucun désaccord. Pourtant, elle pensait intérieurement que Slack confondait une fois de plus commodité et vérité. La jeune fille n'avait aucun lien avec Simmons, si ce n'est le fait de lui servir une tasse de thé, et Miss Marple avait vécu assez longtemps pour savoir que les meurtres naissent rarement d'un lien aussi fragile. Au lieu de cela, elle s'interrogea sur le passé de Simmons. Les lettres contenant des adresses et des contacts professionnels dans le Nord pourraient peut-être en dire long sur sa vie avant St. Mary Mead. Les hommes qui prennent leur retraite le font rarement, sans quelques traces de vieilles querelles ou de vieilles embrouilles. Si Simmons avait effectivement été empoisonné, la main qui l'avait administré aurait pu provenir de plus loin que l'inspecteur Slack ne se souciait de l'imaginer. Le lendemain matin, Miss Marple rend visite à Madame Finch, la propriétaire de Muge Benham qui avait autrefois loué des chambres à Simmons. Madame Finch était une femme bavarde, avide de partage. Monsieur Simmons avait été un locataire discret, disait-elle, toujours poli et ponctuel à payer son loyer. Mais il avait posé de nombreuses questions sur la collection de curiosités de son défunt mari. Rien de très précieux, si ce n'est de vieilles cartes du comté, des chopes en étain, une ou deux horloges sculptées. Il semblait particulièrement intéressé de savoir si ces objets avaient appartenu à d'importantes familles locales. Madame Finch trouvait la question étrange, mais les hommes avaient leur passe-temps, et elle n'avait pas insisté. Miss Marple la remercia, l'écouta avec une apparente douceur et retourna au village, l'esprit en ébullition. La cheminée sans poussière, l'objet manquant, les gants laissés si ostensiblement, ne formaient-ils pas un tout? Elle avait appris à faire confiance aux petites bizarreries, aux choses trop insignifiantes pour que la plupart des gens s'en préoccupent. Une cheminée polie pour masquer l'absence d'un objet aurait pu être nettoyée par quelqu'un effrayé par ce qu'elle révélait. Des gants oubliés auraient pu servir à détourner l'attention de l'essentiel, et les ragots, toujours agités, finissent bien par pointer du doigt les mauvaises personnes. Ce soir-là, l'épouse du vicaire convoqua une petite réunion à la salle paroissiale, officiellement pour discuter des préparatifs de la vente de Pentecôte. En réalité, ce n'était qu'un prétexte pour les villageois d'échanger des théories en présence de Mademoiselle Marple, dont ils appréciaient l'opinion même lorsqu'elle refusait de la donner. Madame Price Ridley déclara fermement que Madame Lestrange était coupable et que seul un imbécile pouvait l'ignorer. Mademoiselle Hartnell, gonflée de contradictions, affirma que le colonel Melchett lui-même était trop pressé d'étouffer l'affaire, ce qui signifiait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. D'autres intervinrent, chacun proposant des histoires élaborées qui devenaient de plus en plus extravagantes à chaque instant. Miss Marple tricotait, ses aiguilles cliquetant doucement, et murmurait que les gens imaginaient souvent des choses complexes alors que la vérité était généralement simple. L'assemblée rit, prenant sa remarque pour un congédiement. Pourtant, ceux qui la connaissaient le mieux, comme la femme du vicaire, remarquèrent le léger plissement de ses yeux, signe que son esprit était déjà occupé à trier le bon grain de l'ivraie. À la fin de la semaine, le village se sentait transformé. St. Mary Mead avait toujours prospéré grâce à de petites excitations. Une dispute à propos d'une haie, un solo de chœur controversé, une nièce partie avec un commis voyageur. Mais là, c'était tout autre chose. Un homme est mort, mystérieusement, au milieu d'eux. Chaque geste routinier, ramasser du pain, se rendre aux vêpres, était teinté de soupçons. Et tandis que la police se précipitait pour trouver une solution, Miss Marple, calme et posée,
observait la nature humaine se révéler de 1001 manières. C'était pour elle le véritable début de l'enquête. À la fin de la semaine, l'inspecteur Slack avait les yeux rivés sur un suspect, avec l'assurance d'un homme qui confondait rapidité et précision. Il annonça d'abord au colonel Melchett, puis à la moitié du village, que la servante des Bantry était au cœur de l'affaire. Elle avait préparé le thé, n'est-ce pas? Elle avait été nerveuse lors de l'interrogatoire, n'est-ce pas? Slack considérait ces faits comme suffisants. Pour lui, nervosité rimait avec culpabilité, et les domestiques étaient les plus faciles à blâmer. Le colonel Melchett, bien que moins sûr de lui, laissa l'inspecteur poursuivre. Melchett n'était pas un imbécile, mais il préférait que son affaire soit réglée rapidement, et si Slack pouvait procéder à une arrestation, il ne s'y opposerait pas. La nouvelle se répandit rapidement, comme toujours à St. Mary Mead, et le soir, Mme Price Ridley expliquait à la receveuse qu'elle savait depuis le début que la jeune fille était une mauvaise fille. Mademoiselle Hartnell n'était pas d'accord, ne serait-ce que parce qu'elle aimait à être en désaccord, et déclara que la servante était bien trop simple d'esprit pour gérer un empoisonnement. Il s'agissait bien plus probablement de Madame Lestrange, avec son veuvage mystérieux et ses manières théâtrales. Une femme comme elle, ajouta-t-elle d'un ton sombre, était vouée à une fin difficile. Pendant ce temps, Miss Marple, assise près du feu, tricotait et réfléchissait. Elle connaissait la servante des Bantry depuis l'enfance. La jeune fille avait son insouciance défectueuse en matière de nettoyage et un penchant pour les histoires d'amour chuchotées, mais le meurtre n'en faisait pas partie. La nervosité manifestée par les interrogatoires appuyés de l'inspecteur Slack n'avait rien de remarquable. Miss Marple pouvait nommer une douzaine de paroissiens respectables qui, confrontés à un tel interrogatoire, bafouilleraient jusqu'à l'incohérence. Que Slack confond la fragilité humaine avec la culpabilité n'était pas une nouveauté. Pourtant, le nom de la servante n'était pas le seul à être murmuré. Madame Lestrange demeurait un objet de fascination. Arrivée au village un an plus tôt seulement, elle était belle, distante et curieusement bien informée sur les familles locales, malgré son court séjour. Des rumeurs circulaient sur son veuvage. Certains disaient que son défunt mari avait été diplomate. D'autres parlèrent de dettes et de scandales à l'étranger. Kelby était visiblement surprise à la vue de la cheminée lors du thé des Bantry, était, pour beaucoup, la preuve d'un savoir qu'elle avait choisi de taire. Les gants retrouvés sur la cheminée ne faisaient qu'accentuer le sentiment qu'une main de dame pouvait être impliquée. Le troisième nom murmuré, quoique moins ouvertement, était celui de M. Clément, le vicaire en personne. Après tout, il avait parlé à plusieurs reprises avec Simmons, et on disait qu'il s'était disputé sur un point de l'histoire de la paroisse. Il semblait improbable, bien sûr, que l'on n'ait pas l'habitude de verser du poison dans des tasses grattées, mais le soupçon, une fois éveillé, a rarement raison de la vraisemblance. Madame Price Ridley déclara même avoir vu le vicaire entrer dans le salon des Bantry, peu avant la découverte du corps. Qu'il ait cherché son parapluie égaré lui semblait une piètre excuse. Miss Marple écoutait toutes ces théories avec sa douceur habituelle. Elle avait compris depuis longtemps que les gens s'emparaient des explications les plus conformes à leurs préjugés. Madame Price Ridley se méfiait des domestiques, donc la femme de chambre était coupable. Miss Hartnell se méfiait des veuves séduisantes, donc Madame Lestrange était coupable. Et Madame Price Ridley, elle aussi, était encline à soupçonner quiconque la contredit, ce qui faisait du vicaire une cible facile. Miss Marple savait que la vérité était rarement aussi complaisante. Elle rendit discrètement visite à Madame Bantry, allongée dans son lit, d'aisselle à ses côtés, se tordant les mains de honte d'avoir un meurtre dans son salon. « Arthur Simmons, murmura-t-elle, quel petit homme ennuyeux, je n'aurais jamais imaginé qu'il mourrait dans mon fauteuil. Cela semble presque une insulte. » Miss Marple la rassura doucement et lui demanda si Simmons avait parlé à quelqu'un au thé avant de mourir. Madame Bantry, après réflexion, se souvint qu'il avait échangé un mot ou deux avec Madame Lestrange et qu'il s'était penché curieusement près de la cheminée. Comme s'il s'attendait à y trouver quelque chose, dit-elle, avant de soupirer et de lui demander si ses azalées fleurissent un jour après le dérangement. Cette remarque resta gravée dans la mémoire de Miss Marple. Je m'attendais à trouver quelque chose. Oui, cela semblait fort possible. Un homme qui s'informait sur les antiquités et les objets de famille cherchait peut-être un objet lié à la maison des Bantry. Et s'il avait trouvé un adulte, peut-il a failli le trouver. Quelqu'un d'autre aurait pu avoir une raison de l'en empêcher. La cheminée impeccable suggérait un déplacement, et le déplacement suggérait la peur. Plus tard, mademoiselle Marple rencontra le docteur Haydock, appelé pour examiner le corps. Il parla d'un ton réservé,
mais admit que les analyses du coroner suggèrent fortement un empoisonnement. Quelque chose s'était probablement glissé dans le thé, dit-il, mais ce n'était pas une substance facile à ingérer. Cela sentait la prévoyance. Mademoiselle Marple demanda si Simmons avait été malade. Haydock secoua la tête. En bonne santé pour son âge. Non, c'était délibéré. Il ajouta que l'expression de Simmons, la bouche entr'ouverte, les yeux fixés sur le manteau, lui avait semblé inhabituelle. Comme s'il avait reconnu quelque chose à ce dernier instant, songea le médecin. Mais quoi? Je ne saurais le dire. Ce soir-là, les villageois se réunirent à nouveau au Sanglier Bleu, leur voix s'élevant au rythme de la bière. Les théories devinrent plus folles. L'un affirma que Simmons était un espion. Un autre jura qu'il faisait chanter Madame Lestrange. Un troisième suggéra que les Bantry eux-mêmes, lassés de sa compagnie, avaient monté toute l'affaire. Pendant tout ce temps, l'inspecteur Slack maintint sa position. La servante était coupable, l'affaire presque résolue, et il ne restait plus qu'une question de jours avant l'arrestation. Les villageois, sentant la satisfaction de voir les ragots se conclure, étaient enclins à acquiescer. Miss Marple, cependant, ne l'était pas. Plus tard dans la soirée, assise à sa fenêtre, la douce lumière de la lampe éclairant son tricot, elle réfléchissait aux 3 noms évoqués à propos de la femme de chambre, Madame Lestrange, le vicaire. Chacun d'eux comportait une circonstance pouvant indiquer une culpabilité, mais chacun possédait aussi des qualités qui ne correspondaient pas. La femme de chambre manquait de motivation. Le hoquet de Madame Lestrange pouvait être dû à la stupeur plutôt qu'à la culpabilité. La présence du vicaire dans le salon s'expliquait aisément. Non, aucun de ces noms ne semblait tout à fait approprié. Elle repensa aux questions de Simmons, à son intérêt pour les objets chargés d'histoire, à son habitude de s'éclipser tôt des réunions. Elle pensa aux gants, trop blancs, trop parfaits, comme s'ils avaient été laissés pour être remarqués. Et elle pensa à la cheminée polie, dont la surface était le témoin silencieux d'un léger déplacement. La vérité, dit-elle, ne résidait pas dans les accusations bruyantes, mais dans les détails discrets. Et ces détails n'étaient pas encore pleinement révélés. Pour l'instant, cependant, le village se contentait d'avoir ses suspects. Les gens se sentaient plus en sécurité lorsqu'ils pouvaient pointer du doigt. Mieux valait une servante, une veuve prestigieuse, voire un ecclésiastique, que la pensée troublante que le tueur puisse encore circuler librement parmi eux sans se faire remarquer. Miss Marple comprenait cet instinct. Elle ne le contredit pas. Au contraire, elle attendait, observait et écoutait, attendant dans les plus infimes bribes de conversation villageoise. Elle savait que la vérité commencerait à se dessiner. Pendant plusieurs jours, le village continua de tourner autour de ses suspects favoris, tels des poules s'occupant de renards imaginaires. L'inspecteur Slack, enhardi par la certitude de ses propres théories, insista si fort auprès de la servante des Bantry que le colonel Melchett lui-même intervint. Le colonel, bien qu'impatient de voir une jeune fille intimidée jusqu'à l'hystérie, répugna à voir Slack reprendre ses efforts. Slack grommela, mais son regard resta fixé sur elle, convaincu que l'innocence et la stupidité ne faisaient qu'un. Miss Marple, quant à elle, vaquait à ses occupations avec une apparence de détachement placide. Elle assistait à l'office du matin, rendait visite à Madame Clement au presbytère et s'arrêtait pour examiner les boutures de rosiers dans le jardin de Madame Price Ridley. Pourtant, pendant tout ce temps, son esprit revenait au manteau sans poussière. C'était, pour elle, l'élément le plus marquant de la cérémonie, bien plus révélateur que les gants ou le thé. Les pièces se dépoussièrent à un rythme régulier, perturbant une surface et proclamant une intention. L'occasion se présenta un après-midi, où elle rendit visite à Madame Bantry sous prétexte d'apporter un panier de laine à tricoter. Madame Bantry, qui appréciait la compagnie de Mademoiselle Marple plus qu'elle ne l'admettait, fut ravie de cette visite. Ils étaient assis ensemble dans le salon, la pièce même où Simmons avait trouvé la mort. La cheminée, bien qu'examinée par la police et dépoussiérée par la femme de chambre, portait encore le léger contour rectangulaire qui avait attiré l'attention de Mademoiselle Marple le jour du meurtre. Le reste de la surface brillait dans un contraste surnaturel. Miss Marple se pencha en avant, visiblement distraite, et passa un doigt sur le rebord de la cheminée. « Tellement curieuse, ma chère Dolly, murmura-t-elle. On remarque bien l'irrégularité du poli, comme si quelque chose était posé là depuis un certain temps. » Madame Bantry suivit son regard et fronça les sourcils. « Oui, je suppose. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Je n'y garde pas de bibelot trop encombrant, me dis-je toujours. Seulement l'horloge, qui trône au centre depuis l'époque de ma mère.
Pourtant, cette marque est à sa droite. C'est étrange. Miss Marple hocha doucement la tête, les yeux pétillants derrière leur expression douce. Une horloge, certes, ne bouge jamais. Mais dans cet autre espace, on se demande ce qu'elle contenait autrefois. Elle laissa la remarque s'évanouir comme une plume, laissant Madame Bantry s'occuper de ses comptes. Pourtant, Miss Marple considérait attentivement l'empreinte. Elle était étroite, haute et pas très large, ressemblant davantage à un cadre qu'à un vase ou un chandelier. Peut-être une photographie ou un petit tableau sur un support. De tels objets, une fois retirés, pouvaient parler plus fort que des mots. Ce soir-là, elle repensa à Arthur Symons, qui avait posé des questions sur les objets de famille. S'il avait aperçu, sur la cheminée des Bantry, un objet de reconnaissance, peut-être une photographie, ou un souvenir lié à son passé, cela expliquerait peut-être son attention surprise avant la mort. Et si quelqu'un avait des raisons de taire un tel lien, il l'effacera certainement. Polir la cheminée aussi complètement était une tentative maladroite d'effacement. Le lendemain matin, Miss Marple parvint à parler à la servante des Bantry dans la cuisine, loin du regard vigilant de Slack. La jeune fille, les yeux encore rougis par les questions, serrait son tablier en versant le thé. Miss Marple, avec sa douceur, la rassura, personne de sensé ne la croyait coupable. « Mais dites-moi, ma chère, dit-elle doucement avant l'arrivée de la police, avez-vous remarqué s'il manquait quelque chose sur la cheminée ?» La servante renifla et secoua la tête, puis marqua une pause. « Eh bien, madame, puisque vous le dites, il y avait toujours un petit cadre en argent, avec le portrait d'une dame en robe à l'ancienne. Je l'ai épousseté tout autour, même s'il était lui-même couvert de poussière. Mais après le thé, il avait disparu. J'ai pensé que madame l'avait peut-être rangé. » Les aiguilles de Miss Marple claquent doucement sur ses genoux. Un cadre en argent, un portrait, quelque chose qui pourrait bien relier Simmons à une autre vie. Elle remercia gentiment la servante et rangea cette information sans autre commentaire. C'était la confirmation qu'elle soupçonnait que la cheminée n'était pas seulement nettoyée, mais vidée de toute trace. Pendant ce temps, les rumeurs du village devenaient plus extravagantes. Madame Price Ridley déclara que le cadre manquant contenait le portrait de Madame Lestrange dans sa jeunesse, preuve qu'elle et Simmons avaient été liés. Mademoiselle Hartnell rétorqua qu'il devait s'agir du portrait de la propre épouse de Simmons, qu'il avait sûrement assassiné par le passé. D'autres insistèrent sur le lien avec un vieux scandale de litige foncier et d'héritage. Aucun d'eux ne le savait, bien sûr. La spéculation était au cœur de la vie du village, et l'absence de faits rendait le festin d'autant plus riche. L'inspecteur Slack resta impassible. À ses yeux, enlever un bibelot n'avait aucune importance comparée à la présence de poison dans une tasse. Il balaya les questions de la cheminée avec dédain, déclarant que les vieilles filles et les fouineurs voyaient des mystères là où ils n'y en avaient pas. Miss Marple, écoutant ces fanfaronnades, se contenta d'acquiescer et de tricoter. Mais elle pensait intérieurement que l'aveuglement de Slack à ces détails expliquait précisément pourquoi il manquait si souvent la vérité. La question suivante de Miss Marple la conduisit discrètement au presbytère, où elle interrogea Madame Clement au sujet du salon des Bantry. Madame Clement, qui avait assisté au thé, ne se souvenait de rien d'inhabituel, si ce n'est du halètement de Madame Lestrange. Elle mentionna cependant que Simon était assis près de la cheminée la dernière fois qu'elle l'avait vu vivant. Il semblait l'étudier, dit-elle, avec cette curieuse manière qui lui était propre, comme s'il cherchait quelque chose de particulier. Miss Marple eut un léger sourire. Cela rejoignait ses propres pensées. Un homme qui étudiait une cheminée ne le faisait pas par plaisir, il le faisait parce que quelque chose sur elle lui parlait. Plus Miss Marple réfléchissait, plus il devenait clair que le cadre manquant, si tant est qu'il en fût un, était le pivot du mystère. Il reliait Simmons à la maison des Bantry d'une manière encore inexpliquée, et il suggérait que quelqu'un d'autre, craignant d'être découvert, avait agi précipitamment pour le dissimuler. Qui avait à la fois accès à un tel objet et le motif de le retirer? Un invité, assurément, car les Bantry eux-mêmes semblaient ignorer sa présence. Mais lequel? Madame Lestrange, dont le hoquet aurait pu être une reconnaissance. Le vicaire, entré dans la pièce à un moment indéterminé, ou un autre, dont le nom n'avait pas encore été murmuré. Ce soir-là, tandis que l'horloge sonnait doucement dans son salon, Miss Marple laissa reposer ses aiguilles et contempla le feu. La nature humaine, songea elle, était comme son tricot, pleine de motifs qui se répétaient à l'infini. Les gens cachés leur passaient par les mêmes gestes, les mêmes erreurs, comme elle l'avait vu maintes et maintes fois au village. Une photo manquante,
Une surface polie, une paire de gants voyants, n'étaient pas des détails aléatoires, mais les fils d'un motif qui n'attendent qu'à être découverts. Et elle, patiente comme toujours, continuerait à les tricoter. Pour l'instant, cependant, elle garde ses conclusions pour elle. Le village n'était pas prêt, pas plus que l'inspecteur Slack. Mais bientôt, elle le savait. Une autre révélation surviendrait, qui jetterait un nouveau trouble au village et rapprocherait encore plus la vérité. Le village de St. Mary Mead, déjà en proie à de nombreuses spéculations, se retrouva en proie à une agitation accrue après la nouvelle de la disparition du cadre en argent. Les Bantry avaient confirmé au colonel Melchett n'avoir jamais possédé un tel objet, ce qui ne fit qu'approfondir le mystère. D'où venait-il? Et pourquoi avait-il disparu si soudainement après la mort d'Arthur Simmons? Les théories se multiplient aussi vite que les mauvaises herbes dans un jardin négligé. Madame Price Ridley affirmait qu'il s'agissait d'un portrait de Madame Lestrange, preuve d'une indiscrétion passée. Mademoiselle Hartnell jurait qu'il s'agissait d'un objet de famille volé dans une autre maison, peut-être subtilisé par Simmons lui-même. D'autres laissaient entendre des choses plus sombres, un enfant illégitime, un parent perdu de vue depuis longtemps, un scandale étouffé dans un comté lointain. Chaque murmure était porteur d'une certaine certitude, mais aucun ne possédait la moindre preuve. La vérité, dissimulée sous des couches de bavardage, restait obstinément insaisissable. L'inspecteur Slack, pour sa part, se montre dédaigneux. Il déclara au colonel Melchett que le retrait d'un tableau n'avait aucune importance face à la simple présence d'un poison. Une servante prépare le thé, l'homme le boit, et il meurt, dit-il en tapotant son carnet avec suffisance. Inutile d'inventer des fantômes avec des cadres argentés. Le colonel Melchett fronça les sourcils mais ne dit rien. Il savait que le zèle de Slack était à la fois sa force et sa faiblesse. Melchett lui-même, bien que mal à l'aise, préférait avoir les preuves en main avant d'écarter toute possibilité. Miss Marple, écoutant le brouhaha des voix autour d'elle, poursuivit ses questions avec la douceur d'une jardinière s'occupant de jeunes plants. Elle rendit une nouvelle visite à Madame Lestrange, sous prétexte de lui apporter des boutures de lavande. Madame Lestrange la reçut avec assurance, bien que ses mains tremblèrent-elles légèrement lorsqu'elle mit les fleurs dans l'eau. Les questions de Miss Marple étaient indirectes, posées sur le ton d'une femme simplement curieuse de la vie du village. Madame Lestrange connaissait-elle Arthur Simmons depuis longtemps? « Oh, rien de plus qu'une connaissance, répondit-elle. Lui était-il déjà venu? Peut-être une fois, brièvement, pour une question futile. Mais ses yeux, sombres et cernés, trahissaient une lueur d'inquiétude. Lorsque Miss Marple mentionna le cadre argenté disparu, Madame Lestrange se raidit presque imperceptiblement avant de retrouver son calme. « Je ne sais rien de ces choses-là, dit-elle froidement. Il me semble que les villageois sont déterminés à inventer des mystères à partir de rien. » Miss Marple, satisfaite de la réaction, n'insista pas davantage. Elle savait pertinemment que les dénégations étaient souvent plus éloquentes que les aveux. Un léger tremblement de la main, un scintillement dans les yeux, tels étaient les signes de trahison de la vérité. Ailleurs, un autre personnage était sujet à spéculation. Le vicaire, dont la présence dans le salon des Bantry avait été remarquée par Madame Price Ridley, supportait les murmures de sa paroisse avec une patience lasse. Il expliquait, chaque fois qu'on le lui demandait, qu'il cherchait simplement son parapluie. Pourtant, cette explication n'apaisera pas totalement ceux qui cherchèrent le scandale. Sa femme le défendit avec véhémence, tout en admettant que le moment était mal choisi. Mademoiselle Marple observait le couple avec sympathie. Le vicaire était un homme intègre, mais l'intégrité ne protégeait pas des ragots. Un soir, au Blue Boar, la tension atteignit son paroxysme. Le docteur Haydock, ayant bu plus de bière que d'habitude, déclara que Simmons avait certainement reconnu quelque chose dans ses derniers instants. « On ne peut pas se tromper facilement dans le regard d'un mourant, » dit-il en frappant du poing sur la table. Il savait ce qu'il voyait, et cela le terrifia. Madame Price Ridley, saisissant l'occasion, annonça que cela prouvait qu'il s'agissait de Madame Lestrange. Qui d'autre pouvait effrayer un homme d'un simple regard? Demanda-t-elle. Madame Lestrange elle-même, entrant dans l'auberge à ce moment pour parler au propriétaire d'une histoire, pâlit sous l'accusation. Un silence s'installa, suivi de murmures et de regards en coin. Elle partit rapidement, sa dignité intacte, mais sa réputation entachée. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin, observait la scène. La nature humaine, songea-elle, était prompte à condamner. L'empressement de la foule à se jeter sur Madame Lestrange en disait plus sur eux-mêmes que sur elle. On projetait souvent ses propres peurs sur des figures commodes,
Une veuve, belle et distante, était une cible facile. Pourtant, Miss Marple ne pouvait écarter la possibilité que le passé de Madame Lestrange ait un lien avec Simmons. Sa réaction à l'évocation du cadre argenté avait été trop révélatrice pour être ignorée. Le lendemain, Miss Marple invita le jeune Tommy Bond, le laitier à l'oreille fine, à partager un biscuit dans son jardin. Doucement, elle lui demanda s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel lors de sa tournée près du cottage de Simmons. Tommy, ravi d'être consulté, avoua avoir vu une fois Madame Lestrange s'y promener le soir, bien qu'elle ne l'ait pas remarqué. Il trouva cela étrange sur le moment, car elle habitait en face. Miss Marple le remercia, son esprit assemblant la nouvelle pièce du puzzle. Madame Lestrange et Simmons s'étaient effectivement croisés plus d'une fois. Quel que soit le lien qui les unissait, elle avait raison de le taire. Pourtant, Madame Lestrange n'était pas la seule villageoise à avoir des secrets. Les Bantry eux-mêmes, bien que innocents dans l'affaire de la mort de Simmons, étaient redevenus inquiets. Le colonel Bantry avoua à Miss Marple que Simmons lui avait parlé au club, s'enquérant de vieux portraits de famille et d'objets de famille. Bantry, détestant ces questions, l'avait repoussé. Il se sentait ridicule à présent, car il semblait que l'homme s'était inquiété de choses qu'il valait mieux laisser de côté. Miss Marple écoutait, l'air doux, mais ses pensées s'aiguisaient. L'intérêt de Simmons pour les objets de lignée, sa présence chez les Bantry, le cadre en argent manquant, ses liens se resserrent. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village, Miss Marple était assise avec son tricot et méditait sur ce qu'elle avait appris. Les confrontations avaient déjà commencé à éroder le vernis poli de St. Mary Mead. L'assurance de Madame Lestrange s'était fissurée. L'intégrité du vicaire avait été mise en doute et le confort des Bantry perturbé. Des secrets, autrefois bien cachés sous le calme de la vie villageoise, refont surface. Pourtant, le véritable cœur du problème restait obscur. Le cadre en argent, la cheminée sans poussière, les gants, tout cela n'était pas un accident, mais un acte délibéré. Et un acte délibéré révèle toujours le caractère. Miss Marple savait, par expérience, que la prochaine révélation allait bientôt arriver. La nature humaine ne pouvait rester cachée éternellement. Un mot imprudent, un faux pas ou un autre événement soudain révélerait encore plus l'affaire. Il lui suffisait d'attendre, observant en silence, tandis que d'autres s'exposaient dans leur hâte de protéger ce qui ne pouvait être caché. Les rumeurs de St. Mary Mead avaient atteint un tel niveau qu'il semblait impossible d'y ajouter de l'huile sur le feu. Pourtant, comme Miss Marple le savait bien, les mystères se contentent rarement d'un seul acte. Le village était encore en effervescence à cause de la dignité ébranlée de Madame Lestrange au sanglier bleu, lorsqu'un nouvel événement bouleversa complètement la donne. Cela se passa par une matinée humide, sous une fine bruine tombant sur les pavés. La postière, en triant son courrier, découvrit une enveloppe dont l'écriture lui était inconnue. Elle était adressée au colonel Melchett, avec la mention urgent. En femme d'habitude, elle examina attentivement l'écriture avant de l'expédier. Elle dirait plus tard à Madame Price Ridley que l'écriture était élégante mais étrangement désuète, comme si l'auteur avait été formé à une autre génération. En moins d'une heure, le colonel Melchett l'avait lu et avait convoqué l'inspecteur Slack avec une telle hâte que la nouvelle ne put rester secrète bien longtemps. La lettre affirmait qu'Arthur Simmons avait été vu, peu avant sa mort, en compagnie d'une femme à la gare de Much Benham. L'auteur n'a pas signé, seulement les initiales AF, mais a insisté sur le fait que la rencontre avait été houleuse, que des mots avaient été échangés et que Simmons était parti visiblement agité. La femme, a-t-il précisé, ressemblait à Madame Lestrange. Naturellement, l'information se répandit avant la fin de la journée. Slack triompha, déclarant que la lettre confirmait ses soupçons de longue date. Voilà, annonça-t-il au sanglier bleu une querelle entre une femme et un homme, du poison administré et une tentative de dissimulation du lien, simple comme bonjour. Les villageois, déjà à moitié convaincus, hochent vigoureusement la tête. Madame Price Ridley se vanta d'avoir tout su depuis le début, tandis que mademoiselle Hartnell déclara que les initiales AF devaient signifier « ami anonyme », ce qui lui semblait parfaitement respectable. Miss Marple, entendant l'épouse du vicaire raconter son histoire, ne posa qu'une seule question. Quelqu'un aurait-il vérifié si Madame Lestrange s'était bien rendue à Much Benham ce jour-là? La vicaire admit l'ignorer, mais estimait la chose fort probable. Après tout, on voyait souvent Madame Lestrange conduire sa petite voiture sur cette route. Miss Marple sourit doucement, mais une lueur de doute brilla dans ses yeux. Les lettres anonymes, d'après sa longue expérience, étaient dangereuses.
Elles en disent plus sur l'auteur que sur l'accusé. Le colonel Melchett lui-même était moins facilement satisfait que Slack. Il avait interrogé à nouveau Madame Lestrange et elle avait nié avoir jamais rencontré Simmons à la gare. Son calme, bien que tendu, l'impression. Pourtant, le colonel était conscient du mécontentement croissant à son égard et savait que l'opinion publique, une fois durcie, était difficile à renverser. Il confia à Mademoiselle Marple qu'il n'appréciait pas les lettres anonymes. Si quelqu'un a quelque chose à dire, marmonna-t-il, qu'il signe. Mademoiselle Marple acquiesça avec douceur, ajoutant que, d'après son expérience, ces lettres étaient souvent écrites par des personnes souhaitant détourner les soupçons. Plus tard dans l'après-midi, un autre événement perturba encore davantage le village. Le jardinier des Bantry, en désherbant le long de l'allée, déterra un petit objet à moitié enfoui près de la haie. Il s'agissait d'un cadre photographique en argent, terni par l'humidité de la terre, mais dont la taille et la forme correspondaient sans équivoque à la marque sur la cheminée. Son verre était fissuré et le tableau avait été détruit par la terre et l'eau, mais la silhouette d'une femme était encore visible. La découverte fut aussitôt rapportée au colonel Melchett, puis à l'inspecteur Slack. Slack y voit le coup fatal, jeté à la hâte. « Voyez-vous » déclaratif, décroché de la cheminée, caché dans la haie et destiné à ne jamais être retrouvé. Une preuve irréfutable. À ses yeux, l'affaire contre Madame Lestrange était désormais close. Il avait l'intention de la faire comparaître pour un interrogatoire formel, voire une arrestation immédiate. Pourtant, Miss Marple, qui examina le cadre discrètement lorsqu'il fut présenté chez les Bantry, pensa autrement. Le cadre, bien qu'en argent, n'était pas d'une facture particulièrement soignée. Du genre vendu dans les boutiques modestes, pas de qualité héritage. Et le portrait, le peu qu'on en voyait, représentait une jeune femme en robe à l'ancienne, col haut, coiffure élaborée, le style d'il y a 30 ans, loin de ressembler à Madame Lestrange qui était à la mode et moderne. Miss Marple ne dit rien à voix haute, mais ses yeux pétillèrent en remarquant le dos du cadre. Le fermoir était rigide, comme s'il n'avait pas été ouvert depuis des années. Quel que soit le lien avec Simmons, il n'était pas aussi simple que Slack le croyait. Pendant ce temps, Madame Lestrange endurait son épreuve avec dignité. Convoquée à nouveau devant le colonel Melchett, elle réitéra son démenti. Oui, elle connaissait Arthur Simmons des années auparavant, mais de loin seulement, par des connaissances communes à Londres. Non, elle ne l'avait pas rencontré à la gare. Et non, elle ignorait tout du cadre en argent. Son calme était convaincant, même si sa pâleur trahissait la tension. Le colonel Melchett, bien que réticent à le dire devant Slack, la croyait. Mais la suspicion au village s'accroissait à chaque murmure. Miss Marple, rentrant chez elle sous la bruine, réfléchit attentivement à la question. Une lettre anonyme pointant du doigt Madame Lestrange, un cadre abandonné dans la haie des Bantry, le portrait d'une femme à la mode depuis longtemps démodée. Tout cela n'était pas une coïncidence. Quelqu'un les avait disposés à dessein. La question était de savoir s'il s'agissait de révéler ou de dissimuler. D'après l'expérience de Miss Marple, lorsque des indices apparaissaient trop clairement contre une personne, c'était souvent parce qu'une autre souhaitait attirer l'attention sur elle. Elle se souvenait d'un cas dans sa jeunesse où une domestique avait été accusée de vol parce qu'un bracelet avait été trouvé sous son matelas, pour découvrir plus tard qu'il avait été placé là par une autre servante. La même main qui avait semé le doute semblait maintenant à l'œuvre à St. Mary Mead. Ce soir, la femme du vicaire rendit visite à Mademoiselle Marple, bouleversée par les troubles qui régnaient dans la paroisse. « Cela déchire le village », soupira-t-elle. Les gens traversent la rue pour éviter Madame Lestrange, et même aux répétitions de la chorale, on entend des chuchotements. Je ne peux pas supporter ça. Mademoiselle Marple lui tapota la main et murmura que la nature humaine cherche souvent des boucs émissaires lorsqu'elle a peur. La vérité, ma chère, ajouta-t-elle doucement, se trouve rarement dans les voix les plus fortes. Alors que l'horloge de l'église sonnait 9 heures, Miss Marple retourna à son tricot et réfléchit à la nouvelle forme du puzzle. Quelqu'un, quelque part, avait tout à gagner à diriger les soupçons vers Madame Lestrange. La question était de savoir qui et pourquoi. La réponse, elle en était certaine, ne résidait pas dans le brouhaha des ragots, mais dans les détails discrets, le fermoir rigide d'un vieux cadre, la surface polie d'une cheminée, les gants trop évidents. Et elle savait, avec la certitude d'une longue expérience, que le prochain mouvement de la main invisible se ferait bientôt connaître. Les événements de la semaine écoulée avaient jeté une ombre sur St. Mary Mead, et cette ombre s'agrandit avec la découverte du cadre, un argent abandonné.
La suspicion envers madame Lestrange planait désormais comme une brume sur la place publique. Bien qu'elle continuât à arpenter le village avec une dignité tranquille, elle ne pouvait passer dans la rue principale sans que des murmures ne s'échappent derrière elle. Même les vendeuses, habituellement respectueuses, la dévisageaient ouvertement lorsqu'elle entrait. Pour une femme si fière, un tel examen était une punition plus sévère que toutes celles imposées par la loi. L'inspecteur Slack, gonflé de triomphe, déclara que l'arrestation n'était qu'une question de temps. Le colonel Melchett, plus prudent, temporise. Il détestait les lettres anonymes et les preuves qu'il introduit s'apparentaient à de la supercherie. Pourtant, la pression pour agir était forte. Chaque villageois semblait croire connaître la vérité, et cette vérité, à leurs yeux, c'était madame Lestrange. Miss Marple observait tout cela de ses yeux paisibles, ses aiguilles cliquetant sans cesse, assise près de sa fenêtre. Elle savait, par expérience, qu'une culpabilité trop criante était rarement vraie. On accusait volontiers, car cela rassurait. Une fois le coupable désigné, on pouvait dormir sur ses deux oreilles. Mais Miss Marple n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Elle remarqua des détails que d'autres oubliaient, la rigidité du fermoir du cadre, l'étrangeté de son enfouissement si près de la haie des banteries, et l'écriture de la lettre anonyme décrite comme élégante et démodée. Chaque pièce était comme une maille perdue dans son tricot, insignifiante individuellement, mais ensemble, elles formaient un motif. Il était clair pour elle que le moment était venu de procéder à un test discret. Elle ne pouvait pas affronter directement les suspects, ce qui était réservé à la police, et ceux-ci commettent trop souvent des erreurs en étant brusques. Mais elle, avec ses manières douces et son bavardage apparemment innocent, pouvait observer les réactions de plus près que n'importe quel inspecteur. Ce n'était pas une preuve au sens officiel du terme, mais c'en était une tout de même. Elle commença par madame Lestrange. L'invitant à prendre le thé dans son cottage, Miss Marple parla de choses ordinaires. La difficulté de conserver les géraniums en vie pendant les gelées printanières, la hausse du prix du sucre et la déception du sermon d'un curé. Madame Lestrange, reconnaissante d'un répit dans l'hostilité, se détendit quelque peu. Puis Miss Marple, comme par hasard, mentionna le cadre en argent. Si affreux, ma chère, qu'il aurait dû être brisé dans la haie. On se demande quel tableau il contenait autrefois. Une dame en robe démodée, paraît-il. Bien sûr, on trouve souvent de tels objets aux ventes aux enchères locales. Je me souviens que M. Simmons lui-même s'en était informé. L'espace d'un instant, les yeux de madame Lestrange scintillèrent, comme s'il la reconnaissait. Elle se reprit rapidement, affirmant n'en rien savoir. Mais mademoiselle Marple, qui avait vécu toute sa vie parmi des gens prompts à cacher leurs sentiments, remarqua ce regard. Madame Lestrange en savait plus qu'elle ne l'admet. Reste à savoir s'il s'agissait de culpabilité ou de peur. Le lendemain, Miss Marple assiste à une réunion au presbytère, où plusieurs villageois se réunirent pour organiser la vente de la Pentecôte. Elle resta assise en silence, tandis que la conversation s'orientait, inévitablement, vers le meurtre. Madame Price Ridley s'indigna, déclarant qu'elle n'achèterait même pas un éventail en papier au stand de madame Lestrange. Le vicaire, exaspéré, lui rappela que personne n'avait été inculpé. Miss Marple, ses aiguilles remuant sereinement, se contenta de dire que la vérité avait tendance à surgir quand on s'y attendait le moins. À ces mots, elle remarqua que le vicaire bougeait légèrement sur sa chaise, comme si quelque chose en lui touchait une corde sensible. Encore une fois, c'était une petite chose, mais les petites choses étaient le fonds de commerce de Miss Marple. Sa dernière visite de la semaine fut chez le docteur Haydock. Elle souhaitait ostensiblement l'interroger sur ses rhumatismes, mais son véritable objectif était ailleurs. Tandis qu'il écrivait quelques poudres inoffensives, elle remarqua la lettre anonyme. Étrange, docteur, que cette écriture soit si démodée. On aurait dit une écriture de dame, formée avant la Grande Guerre. Peut-être quelqu'un habitué à tenir des comptes ou à rédiger des invitations. Le médecin la regarda avec un vif intérêt, puis haussa les épaules, affirmant qu'il n'était pas doué en la matière. Pourtant, son rapide coup d'œil indiqua à Miss Marple qu'il l'avait lui aussi remarqué, même si ses conclusions étaient peut-être différentes. Ce soir-là, Miss Marple, assise dans son salon, repensa à ce qu'elle avait vu. Le bref aperçu de madame Lestrange, le malaise du vicaire, le regard perçant du médecin, autant de pièces du puzzle. Mais la pièce la plus importante restait le cadre en argent lui-même. Quelle ressemblance avait-il eu, et pourquoi avait-il été retiré? Elle soupçonnait Simone de l'avoir reconnu, et cette reconnaissance lui avait coûté la vie. Quelqu'un d'autre, craignant d'être démasqué, l'avait arraché et enterré à la hâte. Cette dissimulation les avait trahis.
Miss Marple savait que le moment était venu de faire éclater la vérité, pas avec des accusations qui ne lui appartenaient pas, mais avec un test discret. Le dimanche suivant, elle parvint à aborder à nouveau le sujet, cette fois en compagnie de villageois hétéroclites. Alors qu'ils se réunissaient après l'office, sirotant un thé léger et mangeant du gâteau aux graines, elle remarqua de sa voix douce : « C'est vraiment dommage, n'est-ce pas que le tableau ait été abîmé par l'humidité ? S'il avait survécu, nous aurions pu savoir si la dame portait une broche. Vous savez combien ces particularités se transmettent dans les familles, de génération en génération. » L'effet fut immédiat. Madame Lestrange pâlit, serrant sa tasse si fort qu'elle en tremblait. Le vicaire cligna rapidement des yeux et marmonna quelque chose à propos du cœur, et Madame Price Ridley, toujours prête à bondir sur n'importe quoi, demanda ce que Miss Marple voulait dire. Mais Miss Marple se contenta de sourire et de secouer la tête, comme si elle avait parlé en l'air. Pourtant, elle avait vu ce qu'elle voulait voir. La broche, bien qu'elle n'en ait jamais parlé auparavant, avait touché une corde sensible. Quelqu'un dans ce petit cercle savait que c'était vrai. Cette nuit-là, alors que le village s'enfonçait dans un sommeil agité, Miss Marple songea que son test avait fonctionné. Le meurtrier, bien que toujours caché parmi eux, avait révélé une faille dans leur sang-froid. Elle n'avait pas encore tous les éléments, mais elle savait désormais où chercher. Et elle sentait, avec la certitude tranquille acquise après des années d'observation de la folie humaine, que la suite des événements révélerait la vérité. Le dimanche de l'examen discret de Miss Marple resta gravé dans la mémoire des personnes présentes bien plus longtemps qu'elles ne l'admettent. Les villageois vaquent à leurs occupations, mais à chaque porte et à chaque comptoir, les conversations revenaient inévitablement au cadre en argent, à la broche dont Miss Marple avait parlé et aux étranges réactions qu'elle avait suscitées. Bien qu'elle n'eût rien dit de plus, ces paroles étaient restées gravées dans la mémoire des ragots, refusant de s'en détacher. L'inspecteur Slack, bien sûr, restait convaincu de la culpabilité de Madame Lestrange. Il remarqua la pâleur de son visage lorsqu'on mentionna la broche comme preuve. Le colonel Melchett, bien que moins convaincu, sentit la pression croissante l'inciter à agir. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'avait la lucidité de Mademoiselle Marple, car ils ne regardaient que ce qui était le plus bruyant, pas ce qui était le plus silencieux. Miss Marple, dans son petit salon parfumé de lavande, tricotait et réfléchissait. Elle avait vu Madame Lestrange trembler, certes, mais moins de culpabilité que de peur qu'un lien soit mis en lumière, peur d'un passé qui la retenait encore. La surprise du vicaire, elle aussi, n'était pas due à la culpabilité, mais à la connaissance, à la soudaine reconnaissance d'un détail qu'il avait observé sans en parler. Et le regard perçant du docteur Haydock suggérait que son esprit avait déjà commencé à s'aventurer sur les chemins des conjectures. Ce n'était pas ces trois-là qu'elle observait de plus près, mais un autre. Cet autre était un homme aux habitudes discrètes, si discrètes que peu de gens le remarquaient. Il s'agissait de M. Pritchard, l'avocat qui avait récemment pris un appartement au-dessus de la pharmacie. Il avait assisté au thé des Bantry, bien que personne ne se souvienne beaucoup de lui, et il était resté depuis, curieusement, absent des conversations du village. Pourtant, Miss Marple se souvenait clairement de son attardement près de la cheminée avant l'effondrement de Simone, le regard fixé dessus avec une intensité que son calme trahissait. C'était lui, soupçonnait-elle, qui avait le plus à perdre si la vérité éclatait. L'étape suivante était délicate. Miss Marple savait que parler trop tôt risquait de gâcher le jeu. Elle attendit que le colonel Melchett, exaspéré par l'insistance de Slack, lui demande son avis sans détour. « Miss Marple, dit-il, vous avez la vue la plus claire que je connaisse. Que pensez-vous de cette affaire ?» Elle hésita, comme à son habitude, mais, pressée, elle accepta de réunir quelques personnalités clés. Parfois, dit-elle avec douceur, les gens se révèlent mieux lorsqu'ils croient ne faire que confirmer ce que d'autres soupçonnent déjà. Ainsi, 2 soirs plus tard, un petit groupe se réunit dans le salon des Bantry, là même où le mystère avait commencé. Le colonel et Madame Bantry étaient assis nerveusement près du feu. Le colonel Melchett et l'inspecteur Slack se tenaient debout, tels des généraux opposés, chacun déterminé à défendre son territoire. Madame Lestrange, pâle mais posée, occupait un fauteuil avec une dignité tranquille. Le docteur Haydock était présent à la demande de Melchett, et le vicaire et son épouse avaient été persuadés d'y assister. Enfin, et discrètement, M. Pritchard, l'avocat, était assis près de la fenêtre, ses mains fines soigneusement jointes sur ses genoux. Miss Marple, son tricot à la main, les observa avec une douce sérénité. « C'est si curieux, commença-t-elle doucement.
que de petits détails nous en disent non plus. Une cheminée sans poussière, par exemple, si étrange dans une pièce par ailleurs intacte. Cela nous indique que quelque chose était là et a été enlevé. Ce quelque chose, nous le savons maintenant, était un cadre en argent, contenant l'effigie d'une dame en robe ancienne. Elle jeta un coup d'œil à Madame Bantry. Votre femme de chambre s'en souvenait bien, même si elle n'y avait jamais accordé d'importance. L'inspecteur Slack l'interrompit avec impatience. Le cadre avait été jeté par Madame Lestrange. Nous le savons tous. Que dire de plus? Miss Marple sourit. Si certaine, inspecteur. Et pourtant, comme c'est étrange que le cadre, une fois retrouvé, soit si raide par le temps, son fermoir inutilisé depuis des années. Non pas un cadre souvent ouvert par une dame conservant la photo d'un amant, mais un cadre contenant quelque chose de bien plus ancien, presque oublié. Non, ce n'était pas Madame Lestrange qu'il craignait, mais une autre. Elle marque une pause, ses aiguilles cliquetant doucement. Arthur Symons reconnut le tableau. C'est pourquoi il fixait la cheminée avant de mourir. Il connaissait le visage, ou la broche sur la robe de la dame, et il comprit ce que cela signifiait. Et quelqu'un d'autre comprit qu'il le savait. Quelqu'un avait retiré le cadre, poli la cheminée, et y avait placé des gants pour faire diversion. Pourtant, dans leur hâte, ils se trahirent. La pièce était silencieuse. Les mains de Madame Lestrange tremblèrent sur ses genoux. Le vicaire se pencha en avant, l'air grave. Le colonel Melchett fronça les sourcils, les yeux fixés sur Miss Marple. « Et qui donc pouvait-il bien être » demanda-t-il. Le regard de Miss Marple se porta lentement vers la fenêtre où M. Pritchard était assis, le visage impassible et indéchiffrable. « Voyons, M. Pritchard, dit-elle doucement. C'était votre mère. Une dame respectable, sans doute, mais liée à un scandale, il y a longtemps, dans le Nord, lorsqu'elle et votre père prirent possession de biens qui ne leur appartenaient pas tout à fait. Arthur Symons était au courant. Peut-être était-il lié à l'un des dépossédés. Il est venu ici, a vu le portrait sur la cheminée des Bantry, un héritage qui avait dérivé de ventes aux enchères jusqu'à atterrir ici, et il a reconnu le lien. Vous l'avez vu aussi, et vous saviez ce que cela signifierait si d'autres le découvraient. Un instant, un silence pesant pesa. Les mains de M. Pritchard, toujours jointes, se seraient fermement opposées. « C'est absurde, dit-il enfin d'une voix égale, un fantasme né des ragots. » Mais son sang-froid vacilla lorsque Mademoiselle Marple ajouta « La lettre anonyme, écrite d'une écriture élégante et désuète, comme l'écriture de clerc que vous utilisez dans vos documents. Vous vouliez diriger les soupçons vers Madame Lestrange, qui avait connu Symons à Londres. Et le cadre, enfoui dans la haie des Bantry, vous, connaissant leur terrain depuis vos précédentes visites, pensiez qu'il ne serait jamais retrouvé. Mais les jardiniers ont le don de déterrer ce que d'autres tentent de cacher. » Le colonel Melchett se pencha en avant. « Est-ce vrai, Pritchard ?» Les lèvres de l'avocat se pincèrent. Il ne dit rien, mais le tremblement de sa mâchoire le trahit. Slack fulmina, exigeant une arrestation immédiate, mais Melchett leva la main. « Nous confirmerons, bien sûr. Mais j'imagine que Miss Marple nous a dit la vérité. » Madame Lestrange ferma les yeux de soulagement, la tension des jours s'évaporant de ses épaules. Le vicaire baissa la tête, murmurant une prière, et Miss Marple, sereine comme toujours, reprit son tricot comme si l'affaire était close. « On voit ce genre de choses dans la vie de village, dit-elle doucement. On croit pouvoir occulter le passé, mais il a tendance à refaire surface, un peu comme les mauvaises herbes ou un vieux cadre en argent déterré dans une haie. » La compagnie se dispersa dans un silence feutré, chacun réfléchissant aux étranges chemins par lesquels les secrets reviennent. Car à Sainte-Marie-Mead, rien ne restait jamais caché bien, longtemps, du moins pas au regard bienveillant de Miss Marple. La révélation dans le salon des Bantry résonna comme l'écho d'une cloche sonnée. Pour les villageois de St. Mary Mead, habitués aux petits scandales et aux bavardages anodins, la révélation de l'implication de M. Pritchard dans la mort d'Arthur Symons était à la fois choquante et curieusement inévitable. On en parlait comme s'il l'avait toujours soupçonné, même si, en réalité, rares étaient ceux qui y avaient accordé plus qu'une brève pensée. Tel était la vie du village une fois la vérité révélée, elle semblait évidente depuis toujours. Le colonel Melchett réagit promptement dès que Miss Marple lui eut exposé son cas. Des enquêtes discrètes confirmèrent ses déductions. Il y avait bien eu, de nombreuses années auparavant, un conflit dans le Nord impliquant la famille Pritchard et une question d'héritage jamais vraiment réglée. Arthur Symons, fils cadet d'une branche déshéritée, avait emporté ce ressentiment avec lui. Lorsque le hasard le conduisit à St. Mary Mead et qu'il vit le portrait de la mère de Pritchard sur la cheminée des Bantry et le trésor de famille vendu depuis longtemps,
Il reconnut immédiatement le lien. Cette reconnaissance lui fut fatale. M. Pritchard, craignant d'être démasqué, avait agi en désespoir de cause, glissant du poison dans le thé de Simmons et retirant le portrait qui le rattachait au passé. Le village, bien sûr, prospéra grâce à cette histoire. Madame Price Ridley déclara s'être toujours méfiée des notaires, tandis que mademoiselle Hartnell affirmait avoir remarqué son regard fuyant dès le début. Au sanglier bleu, les hommes hochent gravement la tête, remarquant que c'étaient toujours les plus discrets qui se révélèrent dangereux. La servante des Bantry, autrefois si fortement soupçonnée, était désormais traitée avec une gentillesse exagérée, bien qu'elle restât bouleversée par son épreuve. Lestrange, libéré du poids des soupçons, retrouva un peu de sang-froid, tout en continuant à se mouvoir avec la dignité d'une femme qui avait connu l'humiliation et qui ne l'oublierait pas de sitôt. L'inspecteur Slack, le visage rouge et humilié, tenta de s'attribuer la responsabilité de l'arrestation, mais personne ne le crut. Le colonel Melchett lui remarqua, avec une sécheresse inhabituelle, que sans les observations de Miss Marple, l'affaire aurait pu se terminer en un échec cuisant. Slack marmonna des suppositions hasardeuses, mais même lui ne put nier la précision de ses déductions. Les villageois, qui l'avaient souvent considérée comme une vieille fille inoffensive, parlaient maintenant d'elle avec respect, même si, en sa présence, elle restait simplement la chère Miss Marple, avec son tricot et son doux sourire. Pour Miss Marple elle-même, le dénouement n'était pas un triomphe. Elle avait depuis longtemps cessé de tirer fierté de la résolution des mystères. La fragilité humaine était un thème trop constant pour permettre la satisfaction. Au lieu de cela, elle ressentait une tristesse familière. Une autre vie avait été perdue, une autre ruinée par la peur et l'orgueil. Arthur Simmons, un homme sans charme mais d'une certaine ténacité, n'avait cherché qu'à reconnaître ses torts passés. M. Pritchard, prisonnier de la honte et du poids des secrets de famille, avait choisi de le réduire au silence plutôt que d'affronter la vérité. En fin de compte, les deux avaient été anéantis par la simple persistance du souvenir incarné par un portrait sur une cheminée, et par l'habitude qu'avait une vieille dame de remarquer la poussière. Les jours qui suivirent reprirent peu à peu leur cours normal. Les Bantry rouvrirent leur salon, bien que Madame Bantry insistait pour que la cheminée reste désormais nue, à l'exception de l'horloge. « Plus de bibelots, déclara-t-elle. J'en ai assez de la poussière et des scandales. » Le colonel Bantry murmura qu'il fallait remplacer la moquette, car il ne supportait pas de voir le fauteuil où Simmons était mort. La vie reprend son cours, mais un léger malaise persista dans la maison, comme si des ombres persistèrent dans les coins, même après l'allumage des lampes. Au presbytère, Madame Clément reprend ses fonctions paroissiales, avec une vigueur renouvelée, soulagée que la réputation de son mari soit lavée de tout soupçon. Le vicaire lui prononça un sermon sur les dangers de l'orgueil et l'inutilité de dissimuler ses péchés. Ses paroissiens acquiescèrent solennellement, mais, une fois à la porte de l'église, ils reprirent leurs spéculations sur l'affaire, chacun la racontant avec de légers embellissements. Madame Lestrange, bien que justifiée, choisit de rester plus discrète qu'auparavant. Elle déclina plusieurs invitations, préférant la solitude dans sa chaumière. Certains disaient qu'elle comptait quitter le village, d'autres murmuraient qu'elle resterait, déterminée à ne pas se laisser chasser par les ragots. Mademoiselle Marple, lui rendant discrètement visite, lui conseilla gentiment que le temps adoucirait la langue des villageois. « On oublie, ma chère, mais pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais le cœur du problème est passé, et vous devez vous reposer. » Madame Lestrange, les yeux cernés mais reconnaissants, serra la main de mademoiselle Marple. Quant à M. Pritchard, son procès finit par faire la une des journaux du comté. Mais pour St. Mary Mead, le scandale était déjà complet. La vue de la police l'emmenant loin de la maison des Bantry suffisait à nourrir des années de récits. Les enfants chuchotaient au sujet du méchant avocat, et les vieillards de l'auberge débattent de la durée de ses préparatifs. Personne ne parvenait à s'accorder sur les détails, mais tous étaient certains d'avoir toujours su que quelque chose clochait. Malgré tout cela, Miss Marple demeura silencieuse. Elle tricotait dans son jardin, soignait ses rosiers et écoutait les conversations à la poste. Ceux qui auraient regardé de plus près auraient pu lire une profonde réflexion dans son regard, une reconnaissance de schémas trop souvent répétés. L'avidité, l'orgueil, la peur et le désir infini de l'homme de dissimuler le passé. Elle songea que chaque village, aussi paisible fût-il, recelait ses secrets, et que chaque cheminée, aussi dépoussiérée fût-elle, racontait une histoire pour peu qu'on y regarde de plus près. Le dernier soir, avant le retour du calme, Miss Marple était assise près de son feu avec une tasse de thé.
La cheminée de son salon était encombrée de petits bibelots, chacun soigneusement épousseté, chacun abritant un souvenir. Elle les contemplait avec affection et une pointe de mélancolie. « Les gens font des bêtises, murmura-t-elle, et tout cela pour sauver les apparences. » Elle pensa à Arthur Simmons, mort les yeux rivés sur la cheminée, et à M. Pritchard qui s'était ruiné en tentant d'effacer un passé qui ne voulait pas rester enfoui. Et elle pensa aussi aux villageois, qui avaient transformé le soupçon en divertissement, oubliant la douleur humaine sous-jacente. L'horloge sonna 9 heures, calme et sereine. Miss Marple laissa tomber son tricot et ferma les yeux un instant. Une autre énigme résolue, un nouvel aperçu du cœur des hommes et des femmes. Un autre rappel que la vérité, aussi cachée soit-elle, finit toujours par se révéler. Dehors, le village était immobile, les ruelles humides de la rosée du soir, les chaumières luisant doucement dans l'obscurité. St. Mary Mead avait retrouvé sa nature ordinaire, mais dans la mémoire de ses habitants, l'énigme de la cheminée sans poussière resterait gravée pour de nombreuses années. Bien que la révélation dans le salon des Bantry ait officiellement conclu l'affaire, le village de St. Mary Mead n'en avait pas encore tout à fait fini. Les villages ne le sont jamais. Un meurtre, une fois résolu, ne devient pas une fin, mais une histoire à répéter, à agrémenter et à adapter, jusqu'à ce qu'elle vive comme une légende dans la mémoire collective. Ainsi, bien que M. Pritchard fût incarcéré dans une cellule du comté, en attendant son procès, son ombre planait toujours dans chaque salon et chaque banc. Le colonel Melchett, las mais soulagé, jugea nécessaire de convoquer une dernière réunion. Il avait appris, par longue expérience, que les questions sans réponse engendrent des troubles. Mieux valait laisser chacun entendre la vérité dans son intégralité, afin d'éviter que de nouvelles rumeurs ne prennent racine. Ainsi, par une soirée claire, les principaux personnages se réunirent à nouveau dans la salle du presbytère. Il ne s'agissait pas d'une enquête officielle, mais plutôt d'une clôture des comptes, même si nul ne pouvait nier la gravité de la situation. Madame Bantry, coiffée d'un chapeau trop imposant pour les circonstances, déclara qu'elle n'écrirait plus jamais de thé sans avoir examiné 3 fois la liste des invités. Son mari marmonna que le véritable scandale résidait dans l'incompétence de la police, mais sa voix fut couverte par le bruissement des jupes et le bruit des chaises. Madame Lestrange, pâle mais posée, prit place avec un calme serein, bien que les yeux des villageois s'attardent toujours sur elle. Le vicaire ouvrit la réunion par une prière, implorant guérison et patience. Peu d'entre eux écoutèrent attentivement, et leurs pensées pouvaient y arriver sur Miss Marple. Elle était assise, comme toujours, son tricot sur les genoux, discrète. Pourtant, lorsque le colonel Melchett se leva et lui demanda d'expliquer une fois de plus comment elle était parvenue à la vérité, tous les regards se tournèrent. Même l'inspecteur Slack, bien que toujours irrité, se pencha en avant, impatient de s'emparer de tout ce qu'il pourrait plus tard revendiquer comme sien. Miss Marple commença, comme toujours, doucement, presque sur le ton de la conversation. C'était très simple en réalité. Il suffisait de remarquer ce qui n'était pas à sa place. La cheminée, par exemple. Tout le reste du salon des Bantry était couvert de poussière, et pourtant cet endroit brillait comme fraîchement poli. Quelque chose avait été là, et on l'avait enlevé à la hâte. Lorsque j'appris par la femme de chambre qu'il s'agissait d'un cadre en argent à l'effigie d'une dame, l'affaire devint plus claire. Arthur Simmons l'avait reconnu, j'en étais sûr, et sa reconnaissance en effraya un autre. Elle marque une pause, ses aiguilles cliquetant doucement. Les gants, si visiblement laissés, étaient une diversion. Ils étaient censés suggérer la main d'une dame, peut-être même celle de Madame Lestrange. Et la lettre anonyme, avec son écriture à l'ancienne, était une autre diversion, pointée à nouveau vers elle. Mais ces diversions sont trop soignées. Elles se trahissent par leur empressement même. Ce n'était pas la veuve prestigieuse qui avait tué Simmons, ni la servante nerveuse, ni le pauvre vicaire cherchant son parapluie. C'était M. Pritchard dont l'histoire familiale le reliait au portrait, et dont la peur d'être exposé le poussait à faire taire l'homme qui se souvenait. Un murmure parcourt la pièce. Madame Price Ridley, incapable de se retenir, s'exclama qu'elle le savait depuis toujours. Mademoiselle Hartnell la contredit aussitôt, affirmant qu'elle s'était toujours davantage méfiée des avocats que des veuves. Mademoiselle Marple se contenta de sourire, l'air doux. Elle n'avait aucun intérêt à crier victoire, son but était de clarifier la situation, afin que le village puisse se stabiliser. Le colonel Melchett énumère ensuite les preuves découvertes depuis les archives de l'ancien litige, les témoignages reliant Simmons à la branche dépossédée et les réponses hésitantes de M. Pritchard lors de son interrogatoire.
Il s'agissait, dit-il, d'un cas tragique d'orgueil et de dissimulation. La justice suivait son cours. L'Assemblée, murmurant son assentiment, semblait satisfaite. Même l'inspecteur Slack, bien que marmonnant encore, concéda que les déductions de Mlle Marple avaient été utiles. Mais la satisfaction n'était pas universelle. Madame Lestrange, assise à l'écart, éleva la voix doucement. « C'est peut-être justice colonelle, mais cela n'efface pas ce qui a été dit de moi. La réputation d'une femme, une fois ternie, ne se refait pas si facilement. J'ai vécu dans la suspicion, vu des portes se fermer et des regards se détourner. Cela ne s'oubliera pas du jour au lendemain. » Ces paroles avaient un poids qui réduisit au silence même Madame Price Ridley. Pour une fois, personne ne la contredit. Miss Marple, le regard doux, inclina la tête en signe de sympathie. Elle savait trop bien comment les villageois se souvenaient de ce qu'ils voulaient là se rappeler, pas toujours de la vérité. Le vicaire, cherchant à rétablir l'équilibre, parla de pardon et de renouveau. Il exhorta la paroisse à abandonner toute suspicion et à traiter Madame Lestrange avec la courtoisie due à un voisin. Son épouse, toujours loyale, lui fait écho chaleureusement. Pourtant, Mademoiselle Marple, qui l'écoutait, savait que la nature humaine n'était pas si facile à gérer. Le village bavardait moins avec le temps, mais le souvenir de la suspicion persiste comme une légère tache sur un tissu, jamais complètement effacée. À la fin de la réunion, les gens s'attardèrent en petits groupes, chuchotant et hochant la tête. Certains serrèrent la main de Madame Lestrange avec une chaleur retrouvée, d'autres évitèrent son regard. Madame Bantry déclara qu'elle était simplement heureuse de voir l'affaire close et Madame Price Ridley annonça qu'elle organiserait finalement la vente de Pentecôte, la situation étant clarifiée. Le village, à sa manière, était déjà en train de graver le scandale dans sa trame, se préparant à vivre avec lui comme avec toutes les histoires de folie et de fragilité. Miss Marple rentre lentement chez elle sous le ciel du soir. L'air était frais, les haies embaumées de fleurs tardives et les chaumières baignaient dans la douce lumière des lampes. Elle songea, comme souvent, que le monde était peuplé de schémas. Orgueil, peur, dissimulation, tels étaient les traits du comportement humain, répétés sans cesse dans chaque paroisse, chaque ville, chaque famille. Arthur Symons avait cherché à faire reconnaître une ancienne faute. M. Pritchard avait craint la disgrâce. Entre eux, la tragédie avait pris racine, et les villageois, avides de drame, avaient attisé les soupçons jusqu'à ce qu'ils s'en prennent à la mauvaise personne. Tout cela était si familier, si terriblement ordinaire. Devant son portail, Miss Marple s'arrêta. L'horloge du clocher sonnait 9 heures, stable et calme. Elle entra dans sa chaumière, posa son sac à tricot et attira le feu. Sa cheminée était encombrée de petites figurines en porcelaine précieuse, de cartes postales de ses nièces, d'un petit vase rempli de lavande séchée. Tout cela portait la poussière du quotidien, poussière dont elle ne se souciait guère. Elle sourit faiblement. Une cheminée sans poussière, pensa-t-elle, était toujours suspecte. Assise sur sa chaise, elle laissa ses aiguilles reprendre leur rythme régulier. Le village pourrait croire que l'histoire est terminée, mais elle savait qu'il n'en était rien. Les histoires ne finissent jamais, elles font partie intégrante du tissu, des fils tissés dans la mémoire. Demain, la poste bourdonnait à nouveau, et Madame Price Ridley aurait sa propre version des événements. Mais ce soir, tout était calme, et Miss Marple, avec son regard doux et son esprit plus vif, s'accorda un moment de paix. Les jours qui suivirent de la dénonciation de M. Pritchard apportèrent un calme étrange à St. Mary Mead. Le drame, si intense et dévorant, semble s'apaiser comme une tempête, laissant derrière lui champs détrempés et branches brisées. Les villageois, soulagés que l'affaire soit réglée, retournèrent avec une rapidité remarquable à leurs occupations habituelles. Les enfants couraient toujours vers l'école le long du chemin. Madame Price Ridley continuait de critiquer les sermons du vicaire, et Madame Bantry reprit soin de ses rosiers, avec une vigueur renouvelée. Pourtant, sous la surface, quelque chose persistait. Le village avait sondé son propre cœur et aperçu des ombres qu'il préférait ne pas voir. À la poste, les conversations continuèrent, mais sur un ton plus doux. On ne se disputait plus avec acharnement pour savoir qui était coupable, mais on racontait l'histoire comme si elle faisait déjà partie de l'histoire. Le cadre argenté, la cheminée sans poussière, la lettre anonyme, chaque détail était raconté avec délectation, brodé un peu plus à chaque fois. Certains jurent que le portrait était celui de Madame Lestrange, alors que ce n'était manifestement pas le cas. D'autres soutenaient que Simon avait crié avant de mourir, bien que personne ne se souvienne de cela. Les ragots,
comme le lierre, se répandait sur la vérité, l'obscurcissement, sans jamais la détruire complètement. Madame Lestrange, bien que blanchie, se tenait avec une gravité nouvelle. Elle avait souffert de la suspicion, et la suspicion laissait des traces difficiles à effacer. Elle acceptait les marques de gentillesse avec dignité, mais gardait ses distances, comme si elle érigeait des murs pour se protéger de nouvelles souffrances. Une rumeur se répandit selon laquelle elle envisageait de quitter le village, bien que Miss Marple en doutât. Les êtres humains, elle le savait, parlaient souvent de partir, mais le faisaient rarement. Les racines, une fois ancrées, étaient difficiles à arracher. Au presbytère, Madame Clément s'occupait des devoirs paroissiaux, soucieuse de rétablir l'harmonie. Le vicaire lui-même parla avec émotion, dans son sermon suivant, de jugement et de miséricorde, bien que peu de paroissiens s'appliquèrent à ces paroles. Le colonel et Madame Bantry reçurent à nouveau, déterminés à prouver que leur salon n'avait pas été définitivement souillé. Ils ne déposèrent aucun ornement sur la cheminée, et Madame Bantry déclara qu'elle resterait nue jusqu'à la fin de ses jours. « Plus de tableaux, Jane, dit-elle à Miss Marple. Je ne supporte pas l'idée qu'un autre scandale surgisse d'un meuble aussi insignifiant. » Miss Marple sourit, même si, au fond d'elle-même, elle pensait que les scandales ne naissaient pas des meubles, mais de la fragilité de ceux qui vivaient parmi eux. La servante, autrefois si cruellement soupçonnée, reprit peu à peu ses esprits. Les villageois qui avaient parlé contre elle lui mirent des gâteaux dans les mains et lui adressaient des paroles aimables, comme si la gentillesse pouvait effacer la cruauté. Elle les accepta timidement, tout en confiant à Miss Marple qu'elle avait cru avec certitude qu'on la reverrait. « Mais vous m'avez cru, madame, dit-elle doucement, et cela me rassura. » Miss Marple lui tapota la main sans rien dire de sa propre certitude. Il suffisait de savoir que la jeune fille resterait. Pour l'inspecteur Slack, l'affaire était une leçon à moitié apprise. Il continuait à se plaindre de ses suppositions hasardeuses, même s'il en parlait de moins en moins avec le temps. Le colonel Melchett, en revanche, ne l'oubliait pas. Il remarqua plus d'une fois que mademoiselle Marple les avait sauvés d'une grave erreur. Il lui dit même, avec une chaleur inhabituelle, qu'elle avait fait plus de bien avec son tricot et son regard calme que tous ces hommes avec leurs carnets et leurs théories. Miss Marple, gênée, changea de sujet et parla des chrysanthèmes du vicaire. Quant à Miss Marple, elle reprend sa vie exactement comme avant. Visiblement, rien n'avait changé. Elle s'asseyait dans son jardin, soignait ses rosiers, rendait visite à ses voisins et tricotait avec une patience à toute épreuve. Pourtant, intérieurement, elle portait le poids de ce qu'elle avait vu. La nature humaine, songea elle, était sans cesse répétée, sans cesse modelée et sans cesse tragique. L'orgueil, la peur et la dissimulation avaient poussé M. Pritchard au meurtre, comme ils avaient repoussé d'autres avant lui. Arthur Symons, lui aussi, avait été pris dans ce schéma, incapable de se libérer du passé. Et les villageois, avides de drame, avaient une fois de plus montré combien la suspicion était prompte à se porter sur ceux qui paraissaient différents, vivaient séparés ou portaient le mystère dans leurs yeux. Un soir, alors que le ciel se teintait d'or au-dessus du clocher de l'église, Miss Marple était assise près de son feu. Sa cheminée, contrairement à celle de Madame Bantry, était encombrée d'ornements, une bergère en porcelaine, offerte par sa nièce, une carte postale d'Italie, une petite horloge en laiton arrêtée depuis longtemps. Tout était légèrement recouvert de poussière, car Miss Marple n'avait jamais été zélée en matière de ménage. Elle sourit faiblement en les regardant. Une cheminée sans poussière, pensa-t-elle, était une chose dont il fallait se méfier. La poussière était ordinaire, naturelle, honnête. C'était son absence qui révélait des secrets. Elle laissa son tricot reposer et se laissa aller dans son fauteuil. L'horloge tique doucement, le feu crépitait, et dehors, le village était silencieux. Elle pensa aux gens qui l'entouraient de Madame Lestrange, blessées mais survivantes des Bantry, résilientes à leur manière excentrique, le vicaire et sa femme, patients dans l'épreuve, et même l'inspecteur Slack, maladroit mais sérieux. Tous pris dans le même filet de la folie humaine, tous répétant des schémas plus anciens que le village lui-même. Miss Marple ferma les yeux un instant et soupira. Elle n'éprouvait aucun triomphe, seulement la tranquille conviction que la vie continuerait comme avant. Un autre scandale éclate, un autre secret serait révélé, un autre crime pourrait ternir la paix de St. Mary Mead. Et quand cela arriverait, elle serait là, tricotant et observant, son regard doux découvrant ce que les autres ignorent. Car elle avait appris depuis longtemps que le mal n'entrait pas dans les villages comme un coup de tonnerre, il se glissait discrètement, dans les recoins sans poussière,
les regards nerveux, les petits mensonges qui devenaient de grands mensonges. L'horloge de l'église sonna 9 heures, toujours aussi régulière. Miss Marple ouvrit les yeux, prit ses aiguilles et reprit son tricot. Le modèle de la nature humaine était infini, et elle, en observatrice patiente, continuerait à le suivre.